Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales avec une analyse objective et sans parti pris. Aujourd'hui, on va plonger dans le chaos d'une situation qui s'aggrave de jour en jour au Proche-Orient. En fait, l'actualité nous ramène sans cesse à Gaza, où l'offensive israélienne ne faiblit pas, bien au contraire. Depuis hier, la situation a pris un tournant particulièrement violent avec l'entrée des troupes israéliennes dans la ville de Gaza, un passage redouté depuis des semaines. Alors, pour aller au fond des choses et comprendre les implications de ce qui se passe, on va se pencher sur les faits. Il faut bien comprendre que cette offensive a lieu dans un contexte déjà tragique, mais qui vient d'être alourdi par une accusation d'une gravité immense lancée par une commission d'enquête de l'ONU, celle de génocide. On va donc décortiquer les événements, les enjeux et les réactions internationales pour saisir toute la complexité de cette tragédie. Une nouvelle étape dans l'enfer de Gaza. C'est donc le 16 septembre que l'armée israélienne a lancé ce qu'elle appelle l'opération Gédéon 2. Le but affiché, s'attaquer à Gazaville, que l'État hébreu considère comme le dernier bastion du Hamas. On a vu une intensification absolument terrifiante des bombardements aériens. Des témoins sur place ont décrit des scènes de désolation, des explosions incessantes et des quartiers entiers qui sont allés raser, à tel point qu'on a l'impression d'une zone de guerre post-apocalyptique. Des photos satellites, on en a vu, montrent des dégâts d'une ampleur presque surréaliste, comme si des bombes atomiques avaient frappé. C'est dire l'intensité des frappes. Et puis, il y a eu le déploiement terrestre. Ça s'est fait par phase, de manière progressive, avec des brigades régulières qui ont commencé à s'enfoncer dans les quartiers est et sud de la ville, comme Zaïtoun ou Shonjaya. On a vu les chars, les véhicules blindés, qui sont là pour préparer le terrain, pour avancer lentement mais sûrement vers le cœur de la ville. C'est une stratégie qui a été clairement annoncée par le chef d'état-major israélien, qui a dit qu'ils allaient travailler en profondeur en combinant forces terrestres, tirs précis et renseignements pour atteindre leurs objectifs. Alors, quels sont ces objectifs ? On nous dit que c'est pour démanteler les infrastructures du Hamas, libérer les otages et vaincre le mouvement. D'ailleurs, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a même affirmé que la majorité des combattants du Hamas étaient déjà vaincus. Mais bon, est-ce que ces chiffres sont fiables ? Un expert comme Adel Bakawan, du Centre d'études sur le Moyen-Orient, émet de sérieux doutes. Il n'y a pas vraiment d'informations précises sur le terrain, et c'est un point qu'il faut souligner. Parce que la réalité, en fait, c'est celle d'une catastrophe humanitaire inouïe. Des centaines de milliers de Palestiniens sont pris au piège. Le média israélien, Haaretz, a révélé que près de 200 000 habitants refusent de partir. Alors, pourquoi ? C'est simple. D'abord, c'est le coût. Le coût du déplacement est exorbitant pour les plus démunis. Ensuite, c'est le manque de lieux sûrs. On a vu à de multiples reprises ces soi-disant zones humanitaires ou sûres devenir des cibles de bombardement. Le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF tirent la sonnette d'alarme. La famine s'aggrave. Des milliers d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Et même les hôpitaux sont touchés, comme l'hôpital pédiatrique Ranticef, le seul de Gazaville, qui a été ciblé plusieurs fois. Mais il y a aussi la question du bilan humain, et là, c'est le drame absolu. Les chiffres officiels parlent d'au moins 65 000 morts, mais l'ancien chef d'état-major israélien, Herzi Halevi, a avoué qu'Israël aurait causé plus de 200 000 victimes. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et qui correspond à 10% de la population totale de la bande de Gaza. Imaginez un instant l'ampleur du carnage. Il faut aussi dire que plus de 80% des victimes seraient des civils. Un rapport universitaire estime même que 379 000 Palestiniens ont disparu depuis octobre 2023, ce qui représente près de 20% de la population. Et les otages, dans tout ça, l'objectif affiché de leur libération est fortement contesté par leurs propres familles. Elles craignent que l'escalade des bombardements ne mette leurs proches en danger. C'est le Forum des familles des otages qui l'a dit, en installant un camp de protestation devant la résidence de Benyamin Netanyahou. En fait, les précédentes libérations d'otages ont eu lieu par la négociation, pas par la guerre. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a exprimé ses inquiétudes, qualifiant l'utilisation des otages comme bouclier humain d'abomination. Et puis, il y a le sentiment de beaucoup d'experts que cette opération a un autre but, bien plus sinistre. Pousser les habitants à quitter Gaza, avec l'objectif final d'un nettoyage ethnique ou d'une expulsion forcée. Le ministère de l'Intérieur de Gaza a d'ailleurs lancé un avertissement très clair. Ces prétendues zones sûres ne sont qu'un trep pour faciliter le déplacement de la population. Réactions internationales et impasse diplomatique. Cette nouvelle offensive a provoqué une onde de choc à l'international. Mais il y a un élément qui sort du lot. L'accusation formelle de génocide portée par une commission d'enquête de l'ONU. C'est la première fois qu'un tel terme est utilisé pour qualifier les actions d'Israël dans ce conflit.
La Commission s'est appuyée sur la définition juridique de 1948 et estime que 4 des 5 actes constitutifs d'un génocide ont été commis. Évidemment, Israël a rejeté ces accusations en bloc, mais c'est un point de non-retour pour la communauté internationale. Les condamnations pleuvent. Le ministre britannique des Affaires étrangères a dénoncé une offensive totalement irresponsable et épouvantable. L'Union européenne, elle, a déploré une opération qui provoquera plus de destruction, plus de morts. La Commission européenne réfléchit même à des sanctions ciblées contre des ministres extrémistes israéliens. Mais la position des États-Unis reste centrale. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a réaffirmé son soutien indéfectible à Israël juste avant le lancement de l'offensive. C'est une alliance qui semble plus forte que jamais. Alors, bien sûr, Donald Trump s'est dit très mécontent de l'attaque sur le Qatar, un de ses alliés. Mais en même temps, les États-Unis continuent à fournir un soutien militaire, logistique et économique qui prépare les conditions de la poursuite du conflit. C'est une contradiction assez frappante, non? On veut que la guerre se termine, mais on fournit les moyens pour la continuer. Alors, dans ce tableau très sombre, on a quand même un geste diplomatique significatif qui se profile. Le 22 septembre, à New York, plusieurs pays occidentaux, et pas des moindres, comme la France, le Royaume-Uni, le Canada et la Belgique, devraient reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Emmanuel Macron lui-même devrait déclarer au nom de la France qu'il reconnaît l'État de Palestine. C'est un pas immense, longtemps attendu, et qui pourrait être un tournant pour la paix. En disant ça, je me sens comme un naufrage de voix qui est une époque de l'histoire. Mais, il faut bien le dire, les pays arabes et islamiques, réunis à Doha, n'ont pas encore dépassé le stade de la simple condamnation. Pas de mesures concrètes, pas de rupture diplomatique, rien. Analyse politique et stratégique. Des enjeux cachés. On peut se demander si cette offensive a un sens, militairement parlant. Des voix critiques, au sein même de l'armée israélienne, ont exprimé leur désaccord. Elles craignent de lourdes pertes, et surtout la mort des otages. L'ancien chef d'état-major a même reconnu qu'Israël avait ignoré les règles de la guerre. Alors, c'est vrai, le Hamas a été affaibli. Ses capacités de projection de violence sur le territoire israélien ont été réduites. Ses combattants ne sont plus que des petits groupes. D'ailleurs, il semble que le Hamas ait accepté la proposition de paix américaine, mais que Benyamin Netanyahou ait refusé de l'entendre. Ce qui nous amène à une question, quelles sont les motivations de Netanyahou? Son gouvernement est dominé par des extrémistes. L'opération en cours ne serait-elle pas un moyen de le sauver politiquement? Il est très contesté dans son propre pays. Il est tenu pour responsable des événements du 7 octobre 2023. Gagner sur le terrain, même à un coût humain effroyable, pourrait lui permettre de se racheter aux yeux de son électorat avant les prochaines élections. Mais est-ce que cette stratégie est viable à long terme? Beaucoup d'experts disent que non. L'annexion de Gaza, un scénario que Netanyahou a évoqué, est perçu comme une erreur stratégique et existentielle. Gérer une population palestinienne aussi nombreuse et exaspérée serait un enfer absolu pour Israël. En fait, ça risquerait de faire émerger de nouvelles générations de résistance. Non, l'opération actuelle ne libérera pas les otages. Elle ne sécurisera pas non plus Israël. Elle ne fera que l'exposer davantage. Finalement, il y a la question du vocabulaire. On parle de génocide, on parle de crimes de guerre. C'est un débat qui est très intense et qu'il faut avoir, parce que la gravité des mots est importante. Mais au-delà des mots, il y a la réalité du terrain. Les massacres continuent. Et comme l'a dit un journaliste palestinien sur place, ce qu'on veut, ce ne sont pas des mots, mais l'arrêt des massacres. En guise de conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation à Gazaville est à un point de non-retour. L'offensive israélienne est lancée, les bombardements se multiplient et la catastrophe humanitaire s'aggrave de manière vertigineuse. L'accusation de génocide par l'ONU est un signal d'alarme d'une gravité sans précédent. Et pourtant, malgré les condamnations, le soutien américain et les calculs politiques internes à Israël semblent empêcher toute action concrète pour mettre un terme au carnage. Alors, la reconnaissance imminente de l'État de Palestine par plusieurs pays occidentaux est un signe d'espoir, certes, mais est-ce que ça aura un impact immédiat sur le terrain? La question reste en suspens. En la lumière de ces analyses, il apparaît que la destruction de Gazaville ne résoudra rien. Elle ne fera qu'engendrer plus de violence et de désespoir. Il est donc plus que jamais impératif que la communauté internationale aille au-delà des simples déclarations. C'est la seule façon de protéger les civils, de garantir l'accès humanitaire et d'exiger des comptes. On espère que ces clés de lecture vous permettront d'affiner votre regard sur cette situation complexe et dramatique. N'hésitez pas à partager vos réflexions. À bientôt pour une nouvelle analyse.